Mercredi, le palais présidentiel a abrité un conseil des ministres présidé par le chef de l'État Alassane Ouattara. Des sujets ont été évoqués. Parmi ces questions figurent l'abrogation de certaines dispositions de la loi électorale et l'adoption des conclusions de l'audit réalisé au titre des dettes de l'État à ses fournisseurs. Une délégation de la MINUL s'est rendue hier au ministère des Affaires étrangères, avec elle des représentants de l'ONUCI. Cette rencontre s'inscrit dans le cadre de la 3e réunion quadripartite. Il était question de sécurité et de coopération entre la Côte d'Ivoire et le Libéria. À l'étranger, la faim fait des dégâts à Madagascar. Le pays a connu une grave sécheresse ces 6 derniers mois. Au moins 200 000 personnes sont en situation de difficulté alimentaire aggravée dans ce pays. Bonsoir et bienvenue dans ce 23h. Sous la houlette du président de la République, Alassane Ouattara, le Conseil des ministres tenu ce matin au palais présidentiel a porté sur diverses questions. Certaines dispositions de la loi électorale vont être abrogées. Les conclusions de l'audit réalisé au titre des arriérés de dette de l'État à ses fournisseurs et prestataires de services pour la période allant de 2000 à 2010 ont été adoptées. Viviane Aime. Le Conseil des ministres, réuni ce mercredi 11 mars sous la présidence du chef de l'État, le président Alassane Ouattara, a proposé l'abrogation de certaines dispositions de la loi électorale qui a servi pour l'organisation des élections de 2010. Le Conseil a tiré les enseignements du processus qui a prévalu avant les élections de 2010. Et il s'agit de prendre ce qui ne figurait pas formellement dans la loi, et c'est toutes les dispositions pragmatiques qui avaient été prises pour permettre que les élections se tiennent dans de bonnes conditions. Et il s'agit dans le même temps donc d'ignorer les dispositions qui, à l'époque, posaient problème aux acteurs. Le Conseil des ministres a aussi été informé des conclusions de l'audit qui a été réalisé au titre des arriérés de dettes dus par l'État à ses fournisseurs et prestataires de services pour la période allant de 2000 à 2010. L'audit des arriérés qui a été diligenté par le gouvernement pour s'assurer donc de la réalité des dettes qu'il avait vis-à-vis d'un certain nombre d'opérateurs économiques a concerné en tout 356 milliards de francs CFA. 356 milliards de francs CFA, audit réalisé évidemment par des cabinets privés indépendants. Et les conclusions de ces audits ont permis de valider 152,9 milliards de francs CFA, dont la grande partie est constituée par des dettes fournisseurs, soit 98,3 milliards de francs CFA. Il y a donc 203 milliards de francs CFA qui ont fait l'objet de rejet. Dans certains lieux, des hôpitaux ont été créés, ont été construits. Mais sur place, il n'y a pas d'hôpital. Des équipements de laboratoire, d'opérations, des équipements dentaires, des chirurgies dentaires, etc. ont été livrés. Il n'y en a pas. Partout sur le territoire national. Donc, j'allais dire, ce sont des choses concrètes qui ont été vérifiées de façon totalement indépendante par ces cabinets qui ont été mandatés. Conformément au projet décidé précédemment en Conseil des ministres de l'ouverture d'un chenal au carrefour de l'Indénié et de la construction d'un pont qui reliera Cocody et le plateau, le Conseil des ministres a été informé du démarrage effectif des travaux qui vont coûter un total de 127 milliards de francs. Le démarrage des travaux a entraîné la démolition de certains bâtiments existants sur le site. Face aux contestations soulevées par ces démolitions, la réponse du porte-parole du gouvernement. Ce qui n'est pas permis, c'est la construction d'édifices en guillemets définitifs sur un espace public, parce qu'à tout moment, l'État peut en avoir besoin. Et cela est dit d'ailleurs dans l'autorisation que vous avez. À tout moment, l'État peut en avoir besoin et reprendre l'espace qu'il a mis à votre disposition. Ces personnes-là le savaient. Ce n'est pas nouveau. Ces personnes sont en discussion depuis environ 1 an avec le ministère des Infrastructures économiques. Les négociations se poursuivent. Mais naturellement, si depuis l'entrée en discussion des investissements continuent à se faire, ou si ces personnes-là ont réalisé des investissements contraires à ce que la loi permet, ce ne sera pas la faute de l'État. Et donc ce ne sera pas à l'État de payer cela. Sur le déguerpissement, il s'agit des personnes qui étaient en risque, vivant dans des conditions
de très grosses insalubrités, sans eau potable, sans eau courante, avec l'électricité, comme vous pouvez le voir dans ce quartier, qui est volée et distribuée ensuite avec des branchements anarchiques. Donc c'est dans l'intérêt vraiment de ces personnes que cette décision a été prise. Des sites sont déjà mis à disposition, d'autres vont être mis à disposition. Différents sites à Bingerville, à Songon, à Diopodoumé, sur la route d'Alépé, etc., qui permettent à ces personnes-là, provisoirement, s'abriter quelque part. Le Conseil des ministres se réunira à nouveau le mardi 17 mars prochain. Les ministres prendront part du 18 au 20 mars à une importante réunion sur le thème de l'émergence prévue ici à Abidjan, qui verra la présence de conférenciers de haut niveau venus d'une trentaine de pays à travers le monde. Une délégation burkinabé conduite par le ministre du Territoire a visité lundi le président de la commission électorale indépendante Youssouf Bakayoko. Les deux parties ont pu, lors des échanges, partager les expériences de leurs pays respectifs en matière d'élection. Gabriel Zani. Auguste Barry, ministre de l'administration du territoire, Barthélémy Kéré, président de la commission électorale nationale indépendante du Burkina Faso, ont échangé avec Youssouf Bakayoko, le président de la commission électorale ivoirienne. L'axe principal de cette importante rencontre, les élections à venir dans les deux pays. Nous avons échangé, je crois, de façon extrêmement positive. Nous avons la chance d'avoir deux pays qui sont des pays frères, deux institutions, la CENI et la CEI, qui travaillent depuis longtemps ensemble et qui ont ensemble un certain nombre de choses en commun. Les élections ont lieu en 2015 dans nos deux pays, en Côte d'Ivoire en octobre, au Burkina en octobre. Donc, sur la base de ce que nous savons, sur la base de ce que nous avons échangé par le passé, nous pouvons donc nous projeter ensemble et préparer ces élections dans une espèce de fraternité et d'esprit de collaboration. Nous sommes venus saluer nos frères, donc la CEI de Côte d'Ivoire, les encourager sur les défis qu'ils ont à relever, mais également partager des expériences. C'est en octobre prochain que la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso iront aux élections présidentielles. La réussite de ces échéances électorales est d'une importance extrême car la stabilité de la sous-région en dépend. Le ministère des Affaires étrangères a quant à lui reçu hier la visite d'une délégation libérienne. Cette mission était accompagnée de représentants de la mission des Nations Unies au Libéria et de l'ONUCI. La rencontre s'inscrit dans le cadre de la 3e réunion quadripartite Côte d'Ivoire, Libéria, MINUL, ONUCI. Les échanges ont essentiellement porté sur des questions de sécurité et de coopération entre la Côte d'Ivoire et le Libéria. Christelle Menon. Près de 8 heures d'échanges et de négociations entre des représentants du Libéria, de la Côte d'Ivoire, de l'ONUCI, de la MINUL, mission des Nations Unies au Libéria. Cette réunion quadripartite est un cadre de concertation et de suivi au sein duquel sont abordés les problèmes de sécurité, de justice, de cohésion sociale et de coopération entre la Côte d'Ivoire et le Libéria. La 3e du genre, tenue ce 10 mars, a permis de faire plusieurs recommandations, notamment le renforcement des actions conjointes de sécurisation le long de la frontière, la reprise du retour volontaire des réfugiés ivoiriens et la réactivation de la coopération bilatérale à travers la Grande Commission mixte ivoiro-libérienne. Il n'y a pas eu de réunion de la commission mixte ivoiro-libérienne depuis l'année 1978. Nous sommes en train de la réactiver. Nous passons en revue tous les accords conclus depuis cette date. Il est question de les actualiser dans les divers secteurs concernés. Autre point important discuté, la tenue en mai prochain de la 2e session du Conseil conjoint des chefs coutumiers et des anciens. Pensons que les questions de sécurité sont d'abord des questions de sensibilisation. Si les chefs traditionnels des différents villages sont sensibilisés, cela peut nous faire évoluer. Nous avons également décidé d'aller très loin et la mise en place du droit de poursuite. Donc à travers des patrouilles mixtes, nos forces auront le droit d'aller au-delà de la frontière, poursuivre ces personnes qui viennent perturber la sérénité des populations.
Des actions de sécurisation auxquelles participent également les organisations et missions onusiennes représentées à cette réunion quadripartite. Elles ont salué les progrès accomplis par les deux pays depuis la tenue de la première réunion en juin 2012. Progrès caractérisés entre autres par la reprise d'une coopération bilatérale qui, selon le ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, augure de perspectives heureuses. Sont envisagés des projets structurants en matière d'interconnexion hydroélectrique ou routière, d'activités génératrices de revenus ou de projets à impact rapide pour les populations locales. En économie, les acteurs du système bancaire pourront financer la commande publique grâce à la signature d'une convention cadre entre l'administration financière publique représentée par le Trésor et l'Association professionnelle des banques et établissements financiers de Côte d'Ivoire. Et c'est la Direction générale des impôts qui a abrité la formalisation de ce partenariat. Guy-Roger Nguessan, Francis Boifo. C'est un soulagement pour les responsables des petites et moyennes entreprises PME confrontés à des problèmes de trésorerie dans l'exécution des marchés publics. Ils bénéficient désormais de l'appui des banques et établissements financiers pour remplir leurs obligations. Cette situation difficile des PME sera désormais transférée sur les banques qui ont cette capacité en fait de pouvoir proposer à tout moment à l'État d'autres mécanismes en fait qui lui permettent en fait de pouvoir soit faire respecter ses engagements, soit à bonne date ou à terme à travers le marché financier. Cette facilitation du financement est rendue possible par la présente signature, une convention cadre entre l'administration financière publique, représentée par le Trésor, et les acteurs du système bancaire. C'est une nouvelle ère qui commence. En principe, si cette convention est correctement exécutée par les différentes parties, nos entreprises ne devraient plus se plaindre. Les banques aussi vont voir leur collaboration s'améliorer parce que tout à l'heure, nous avons dit dans nos interventions que le financement, le soutien des banques aux PME gagnera à être amélioré. Chaque année, c'est au moins 500 milliards de francs CFA que le gouvernement ivoirien investit pour la commande publique. La convention cadre signée ce mercredi vient créer un meilleur environnement institutionnel, juridique et opérationnel pour fluidifier les relations État, banque et PME. Que retenir cette année des concours administratifs qui ont pris fin le 28 février dernier? Pour répondre à cette question, le directeur général de la fonction publique, Aka Kofi Bernard, était hier face à la presse. Il a fait notamment le point de l'organisation de ces concours et la participation des candidats. On en parle dans ce reportage signé Guillaume Zéré et Franck Quadio. Le bilan relatif à la session des concours administratifs pour l'année 2014 est, selon le directeur général de la fonction publique, positif. Et dans les détails, du 10 janvier au 28 février dernier, ce sont 24 832 candidats qui ont présenté les 206 concours lancés par le ministère de la fonction publique. Pour plus de crédibilité donc, les organisateurs ont instauré de nouvelles méthodes tant sur le plan pédagogique que sur le plan de l'organisation. La première innovation, c'est le recours massif au QCM, les questions à choix multiples. Deuxième élément d'innovation, on a fait recours de façon massive aux enseignants du supérieur, ce qui a permis de créer des structures de coordination et de supervision. Dernier élément d'innovation, c'est l'introduction de l'ordinateur dans la composition. Pour la publication des résultats, les organisateurs disent avoir répondu aux exigences actuelles. Les résultats sont entendus exclusivement sur le site de la fonction publique, qui est ceci, www.fonctionpublique.igouv.ci. Bien entendu, avec l'achèvement de la session 2014, qui va être couronnée par la proclamation des résultats aux alentours du 20 mars 2015, l'ouverture de la session 2015 des concours administratifs qui interviendra aux alentours du mois de mai 2015. Cette session des concours de la fonction publique lancée le 21 mai 2014 est la première depuis la fin des troubles survenus en 2010. Et dans le domaine de la justice, quelles sont les personnes suspectées d'être impliquées dans l'assassinat en 2002 du général Robert Guéhi? Où en sont les enquêtes menées dans ce cadre et que reste-t-il à faire? Des éléments de réponse ont été donnés par le magistrat colonel Ange Kessi Kwame. Il a animé aujourd'hui une conférence de presse. Gabriel Zani.
La liste des présumés suspects dans l'assassinat du général Robert Gueye est aujourd'hui officielle. Les noms de Bleu Dogbo, général de brigade, Jean Abbayi, commandant en second de la garde républicaine, et de Seka Yapo Anselme, commandant à la gendarmerie nationale au moment des faits, figurent en tête de la liste des 15 suspects. Une quarantaine de témoins ont été entendus depuis septembre 2012, date d'ouverture de l'enquête, pour faire la lumière sur les circonstances troubles de cet assassinat. C'est un total de 15 personnes qui sont inculpées de meurtre, assassinat, vol, enlèvement et complicité. Parmi eux, 3 sont déjà arrêtés, dont le général de Boblé, le commandant Seka et le colonel Katé. Et 4 autres également sont arrêtés. Donc sur les 15 personnes impliquées dans cette affaire, il y a 7 qui sont arrêtées. Selon Ange Kessi, la liste publiée ce jour est provisoire. L'enquête a été bouclée depuis novembre 2014. Le juge d'instruction a été déjà saisi. Maintenant commence l'information judiciaire pour situer les responsabilités dans l'assassinat du général. Le procès prendra fin en juin prochain. Pour le moment, ce sont des suspects. Il faut qu'on se mette d'accord. Ce ne sont pas des personnes qui ont donné la mort au général Gueye. Ce sont des personnes suspectes. Et ces 15 personnes-là seront traduit devant le juge d'instruction qui, à son tour, va renvoyer en cas de besoin. Il se peut que ces 15 personnes n'aient rien fait. Il se peut également que d'autres personnes, au cours de l'instruction préparatoire qui va avoir lieu, soient ajoutées, comme ceux-là aussi peuvent être retranchés. Je vous le dis, il s'agit d'une procédure judiciaire. C'est juste à la fin de la déclaration du verdict qu'on saura effectivement qui a tué le général Gueye. Le 11 septembre 2012, parents ayant droit du général et son épouse ont saisi le commissaire du gouvernement d'une plainte contre X pour assassinat. Et avant de poursuivre, sachez que l'ancien président ivoirien Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé vont être jugés au cours d'un seul procès. Cette information émane de la Cour pénale internationale. Les deux hommes sont accusés des mêmes crimes lors des violences post-électorales de 2010-2011 en Côte d'Ivoire. Et Paris, la capitale française, a accueilli en février dernier le Salon de l'agriculture. 22 pays étaient présents à ce rendez-vous, tenu cette année autour du thème « L'agriculture en mouvement pour nourrir le monde ». La Côte d'Ivoire n'était pas en reste. Le pays a marqué sa présence à l'événement en affichant son intention de redynamiser son secteur agricole. Mieux, la Côte d'Ivoire qui s'apprête à abriter le Sahara, le Salon international de l'agriculture et des ressources halieutiques, a joué sa partition pour la réussite de cet événement. Éco Plus ce soir nous est proposé par Noël Nyagnou. Salon international de l'agriculture de Paris-Versailles. Voici plus d'un demi-siècle que ça dure. Un rendez-vous annuel pour les acteurs du secteur agricole et de l'élevage. 4 champs agricoles sont concernés. L'élevage et ses filières, la gastronomie de France et de partout dans le monde, les cultures et filières végétales, les métiers et services de l'agriculteur. Objectif premier, réconcilier les Français avec leur agriculture. C'est un rendez-vous à la fois professionnel, avec le concours général, les animaux, le concours des vins, le concours de tous les produits. Et puis c'est un rendez-vous avec les Français. Et il y a beaucoup de compatriotes qui ne connaissent pas l'agriculture et qui viennent pour découvrir l'agriculture ici. Tous les ans, ils sont plusieurs centaines de milliers de Français à visiter le salon. Au-delà de la France, mondialisation oblige, le reste du monde est là avec chacun son identité propre pour conquérir des parts de marché, échanger, exploiter les opportunités d'affaires, mobiliser des partenaires. C'est le cas de la Côte d'Ivoire, premier producteur mondial de cacao. Chaque année, il y a de nouvelles expériences, de nouvelles variétés qui sont mises au point. Et cela permet à nos instituts de recherche et bien sûr à nos acteurs aussi de venir s'imprégner des innovations technologiques dans le domaine agricole. Corriger l'image écornée de l'huile de palme de Côte d'Ivoire fait partie des objectifs de la participation ivoirienne de cette année. L'huile de palme fait l'objet d'attaques injustifiées. Pour nous, c'était l'occasion de présenter la réalité des faits en ce qui concerne la production de cette huile dans notre pays. Nous avons choisi d'exposer un mannequin de tradition ivoirienne, une femme, pour bien démontrer comment l'huile de palme joue un rôle important dans notre culture à travers l'esthétique, donc avec ces savons traditionnels Kabakuru qui sont exposés ici à Paris. Également donc de la margarine, tous les produits qui sont déviés de l'huile de palme et qui participent donc à la beauté des femmes depuis des siècles et des siècles. Prospecter pour la mécanisation de l'agriculture ivoirienne, la rendre attractive pour la jeunesse en tenant compte de sa nature. Une affaire de petits planteurs sur les superficies moyennes de 5 hectares.
Une agriculture qui va bénéficier d'ailleurs d'un soutien de taille. Propos du ministre français de l'Agriculture. La Côte d'Ivoire est un grand pays agricole et on va développer des coopérations et on a mis en place un attaché agricole pour toute l'Afrique de l'Ouest. Et donc on veut coopérer avec la Côte d'Ivoire en particulier. Mais sur l'Afrique de l'Ouest, il y a des gros enjeux, un gros potentiel et on a besoin d'aider à structurer. D'autres centres d'intérêt de la Côte d'Ivoire, les questions du changement climatique et de la formation. On savait qu'il allait y avoir beaucoup d'exposés sur les questions du changement climatique, les questions du machinisme. Nous avons pris ces points-là comme des points importants pour nous. Et c'est pour ça que nous concentrons nos efforts à écouter ce que les autres font pour pouvoir mieux adapter la réponse que nous devons apporter à nos paysans sur place. Point d'orgue de la participation ivoirienne au Salon international de l'agriculture de Paris, vendre le SARA, le Salon de l'agriculture et des ressources animales 2015. La participation de notre pays cette année revêt un caractère particulier, en ce sens que nous avons décidé, à la demande du Premier ministre et du Président de la République, de relancer le SARA, le Salon de l'agriculture et des ressources animales d'Abidjan. Et c'est pour nous l'occasion d'annoncer aux acteurs du secteur ici même à Paris et de les inviter à venir à Abidjan du 3 au 12 avril. Pour cette offensive, les autorités ivoiriennes ont mobilisé 2 ministres et leurs proches collaborateurs. 2 ministres complémentaires pour réussir une chose, renforcer le leadership de la Côte d'Ivoire agricole dans la sous-région, et les premiers résultats sont prometteurs. Notre objectif, c'est de faire venir des races telles que la race limousine, la race charolaise et la montbéliarde. Nous sommes tombés d'accord sur un principe pour permettre aux animaux d'accéder au SARA. Notre objectif, c'est de pouvoir transposer une partie du salon au niveau du SARA en Côte d'Ivoire. Nous, en général, c'est une promotion à l'échelle internationale. Là où il y a un marché, on y est, on a un potentiel énorme. Et puis surtout avec nos pays frères et surtout avec les pays du continent africain, c'est avec justement ça, c'est un grand plaisir et honneur pour nous qu'on soit présents. Le Salon de Paris a fermé ses portes. Place maintenant au SARA, Salon de l'agriculture et des ressources animales d'Abidjan, qui reprend du service du 3 au 12 avril prochain. C'est la fin du calvaire pour accéder à Jacquesville, à l'ouest d'Abidjan. C'est bientôt fini les longues heures d'attente avant d'emprunter le bac. Le pont de Jacquesville sera bientôt inauguré. Les travaux sont quasi achevés. Et pour s'en rendre compte, le directeur de l'Agence de gestion des routes a effectué hier une visite de chantier sur le site de l'ouvrage. Notre reporter Sidonie Davila y était également. Soulagement pour les populations de Jacquesville. Le pont tant attendu sera bientôt livré. L'agence de gestion des routes, AGEROUTE, maître d'ouvrage délégué, s'est rendu sur le site en vue de s'assurer de la bonne finition de l'ouvrage avant son inauguration. La partie, le gros œuvre est terminée. On est vraiment en train de faire juste le revêtement ici. On va passer encore une couche de bitume et puis sur les accotements. Et puis il restera la station de péage à terminer. Le pont de Jacquesville est un pont à péage d'une longueur de 608 mètres et une largeur de 10,5 mètres, dont 2 trottoirs de 1,5 mètre chacun. Le coût du projet s'élève à 20 milliards et demi de francs CFA, financé par les bailleurs de fonds et l'État de Côte d'Ivoire. Le projet a débuté en 2009. Aujourd'hui, il n'attend plus que d'être livré. L'AGEROUTE a assuré la gestion du projet en tant que maître d'ouvrage délégué. Et bien entendu, le maître d'ouvrage, c'est le ministère des Infrastructures économiques qui a donc eu l'initiative de construire ce pont. Aujourd'hui, pour pouvoir maintenir ce pont en état, ce sera à péage, donc tous les automobilistes vont payer le pont. Les populations de Jacquesville vont désormais rallier Abidjan-Jacquesville dans de meilleures conditions. Fini donc les désagréments causés par le bac qui ne sera plus qu'un souvenir dans l'histoire de Jacquesville. Le réseau des communicants des collectivités décentralisées de Côte d'Ivoire a un président. Il s'agit de Nicolas Baba Coulibaly, directeur de l'information du district d'Abidjan. Il a été élu à la faveur d'une réunion des chargés de communication des districts et autres collectivités territoriales. Rencontre tenue à l'hôtel du district d'Abidjan, nous disent Guillaume Zéré et Herman Niami. Il est à la barre pour 3 ans.
Plébiscité par ses pairs au cours de cette Assemblée générale constitutive, Nicolas Baba Coulibaly va présider aux destinées du RECOMSI, le réseau des communicants des collectivités décentralisées de Côte d'Ivoire. Et pour jouer pleinement son rôle dans le vaste projet de développement initié par l'État, le premier président du dernier né des réseaux de communication entend faire de sa structure un instrument moderne et professionnel capable de relever les défis qui les attendent. Dans les jours à venir, nous allons très rapidement organiser un séminaire pour nous approprier la loi sur la décentralisation. Nous allons aussi nous atteler à mettre sur pied un portail, un site internet. Cette première rencontre a porté sur le thème « Rôle de la communication dans la politique d'émergence des communes, régions et districts » et a fait l'objet d'une conférence animée par Danho Paulin, maire de la commune d'Atekoubé. Plusieurs personnalités, dont les représentants du ministère de la Communication, de l'Union des villes et communes et le président du conseil régional du Folon, ont également salué l'initiative. Pour le gouverneur du district d'Abidjan, parrain de la cérémonie, le rôle des agents de la communication des districts et collectivités territoriales est d'une importance capitale. Je voudrais surtout vous manifester tout l'attachement que j'ai pour le travail que vous conduisez tous les jours. Vous, journalistes, vous êtes des portes, interfaces entre les décideurs et les populations. Le RECOMSI regroupe les journalistes, animateurs, photographes, cadreurs et infographes qui exercent au sein des districts et collectivités territoriales. Dans sa tâche, il peut également compter sur la collaboration de l'Union nationale des journalistes de Côte d'Ivoire, UNJCI, et du Forum des directeurs de publication. Et en politique, le Rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix de France veut contribuer activement à la réélection du président Alassane Ouattara à l'issue de la présidentielle d'octobre prochain. Le RHDP de France a tenu à cet effet une conférence de presse au cours de laquelle il a lancé ses activités. Mamadou Kouassi. Les populations ivoiriennes ne sont pas les seules à solliciter un second mandat pour le président Alassane Ouattara. La diaspora ivoirienne également souhaite la réélection du chef de l'État en 2015. Pour atteindre cet objectif au premier tour de la présidentielle, des stratégies sont élaborées. Le lancement de ces activités consacrées à cette conférence publique pour présenter les actions de développement déjà menées par le président de la République à travers le thème « La victoire de Ouattara en 2015 gage l'atteinte des objectifs du plan national de développement ». Pour le conférencier Dr Famoussa Coulibaly, secrétaire général adjoint de l'UDPCI, le plan national de développement impulsé par le président de la République permettra à la Côte d'Ivoire d'atteindre l'émergence à l'horizon 2020. Et ce, pour la réalisation de projets dans tous les secteurs de la vie, pour un montant global de 11 000 milliards de francs CFA. L'objectif global du PND, c'était de mettre les balises, les fondamentaux de l'émergence. Il fallait d'abord mettre des socles. Et c'est ce que nous avons essayé de faire. Et il y avait plusieurs résultats stratégiques que nous devions atteindre. Le premier résultat stratégique, c'était que les populations devraient vivre en harmonie dans une société sécurisée dans laquelle la bonne gouvernance est assurée. Pour la représentation France du RHDP, Rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix, et l'Alliance de la jeunesse ivoirienne des républicains démocrates, AJRD, initiateur de cette conférence, l'objectif vise à mobiliser toutes les forces vives pour la victoire du Dr Alassane Ouattara en 2015. Cette rencontre a vu la participation de tous les délégués des partis politiques membres du RHDP, Rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix, vivant en France.